Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, toujours dans l'optique de cette version James Gunn prévue en salle au mois de juillet prochain, je poursuis ma rétrospective Superman au cinéma version Hollywood. Et donc quelques semaines après avoir évoqué le cultissime premier volet, il va donc être temps de parler de sa suite directe sortie en 1980 ou 81 selon les pays, Superman 2, réalisé par Richard Lester. Et oui, parce que disclaimer, d'emblée, il ne va pas du tout être ici question de la Donner's Cut, qui depuis donc en 2006 je crois, circule en DVD, parce que je ne l'ai toujours pas vu. Mais parce que j'avais aussi envie de mettre en avant ce souvenir VHS, car le 1 et le 2 furent mes portes d'entrée dans le cinéma live action, même que enfant, adolescent, je préférais le 2 au premier. Pourquoi ? Eh ben, j'avais envie, donc, en tant qu'adulte, de me poser cette propre question et de vous faire part, donc, de mon ressenti pour un premier revisionnage depuis facile 20 ans. Facile, c'est fou, le temps passe. Donc, Richard Donner n'est plus là, car problème de production et tout. Alors, c'est terrible, il avait tourné 75% de cette suite pendant le premier. Tout était vraiment ficelé. Et tout patatras, paf! Richard Lester est passé par là, puisqu'il a sauvé, on va dire, la mise sur le papier, et pour des raisons de name dropping, pour que ce soit son film, il n'a pu garder que 20-30% donc des images de base, mais ça l'arrangeait aussi. Donc on se retrouve sur un résultat final probablement bancal, qui a des trous dans la raquette, on y reviendra, mais qui reprend grosso modo les mêmes personnages et les mêmes acteurs-actrices que le premier volet, ou presque. Il y en a un qui est plus là quand même, Marlon Brando, qui a refusé finalement, ce qui pose quelques soucis. Gene Hackman est présent en tant que Lex Luthor, mais il a refusé de retourner des scènes avec Richard Lester. Donc on reprend que ce qui avait déjà été fait avec Donner et quelques doublures ou autres arrangements. Mais bon, pour le reste, ils sont là. Christopher Reeve, évidemment, dans le rôle de Superman, Clark Kent, Margot Kidder, Jackie Cooper, Ned Beatty aussi très vite fait, tout ça. Bon bref, mais aussi les antagonistes qui étaient vite fait présents au début du premier film. Terrence Stamp, par exemple, dans le rôle du Général Zod. Et il m'avait beaucoup marqué quand j'avais découvert ce film tout petit. Et à ses côtés, ses acolytes sont interprétés par Sarah Douglas, la très forte Ursa, et Jack O'Halloran, le très rustre et un peu bonnet Non. C'est un personnage que j'aimais bien apprécier, ça, enfant. Voilà. Oh, il y a même un caméo de Jean-Pierre Cassel, figurez-vous, parce que, étant pote de Lester et que c'est coproduit par la France, il est venu faire coucou sur le tournage et il joue à un moment, là, quand ils sont à la Maison Blanche. Il y a même Richard Griffiths, oui, l'oncle Vernon, qui joue l'un des terroristes à Paris. Bref. Donc l'histoire se déroule dans la continuité du premier Superman. Après un générique qui rejoue, on va dire, le résumé du premier film. C'est intéressant. Et qui nous rappelle aussi un peu avant pourquoi ces trois antagonistes, Zod et ses bras droit, bras gauche, il y en a un qui est très gauche, avaient été enfermés, arrêtés par le conseil de Krypton et envoyés dans l'espace, dans la zone fantôme. Bon, évidemment, après, on retrouve Clark Kent avec Lois. Enfin, non, sans Lois, parce que celle-ci a été envoyée à Paris, en Concorde. Ils étaient pressés pour aller chercher le prix Pulitzer, oui, mais surtout pour couvrir, au niveau de la Tour Eiffel, une prise d'otage par des terroristes. Elle va sur le terrain, elle prend des risques. Limite, elle veut carrément le prix Nobel. Mais Concorde, d'accord, sauf que Clark Kent en Superman, il va plus vite encore. Et il va aller sauver la situation, sauver Lois, et empêcher les terroristes de nuire. Mais ceci menaçait quand même la Tour Eiffel d'une bombe hydrogène. Donc il balance l'ascenseur dans l'espace, et boum! Pas de bol, ça libère les trois méchants de leur prison. Ah oui. Alors c'était prévu ça, par Richard Donner. Mais à la base, ça devait être l'un des missiles de la fin du premier film. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Tant et si bien que donc, le général Zod et les deux autres débarquent sur Terre, d'abord sur la Lune, important, des scènes qui m'ont marqué sur la Lune à cet instant, et après donc sur la planète Houston, qu'ils l'appellent, où ils vont être confrontés à l'Amérique profonde avant de prendre en otage l'Amérique, clairement, et de faire mettre le président à genoux. Donc évidemment, on attend
que Superman sauve la situation. Sauf qu'entre-temps, Lois Lane a enfin découvert le poteau rose. Derrière les lunettes de Clark Kent, voilà, hop, et ben, il y a Superman. Elle s'en est rendue compte, notamment aux chutes du Niagara, là. Et cette révélation, parce qu'il va lui dire la vérité, va faire que les deux vont vraiment consommer leur amour. Il va lui faire visiter la forteresse de solitude. Et là-bas, bah, ils vont complètement s'isoler du monde dans cette caverne. Donc, Superman ignore que Zod et ses deux acolytes sont les nouveaux ennemis et que la Terre a besoin de lui. Manque de bol, comme il veut vraiment vivre cette union d'amour avec Lois, il accepte l'idée d'être mortel et donc d'abandonner ses pouvoirs. Le timing est vraiment désastreux. Mais ça renforce après l'idée que du coup, Zod, grand maître tout-puissant, Zod is God, hein, il y a même cette petite réplique là, indirecte, hein, le fait qu'il soit impossible à arrêter et que Superman, totalement sans pouvoir, ne pourra rien. C'est à partir de là que le film ne fait pas grand-chose pour s'avérer être épique et intense dans cette idée. Là, on voit les problèmes de production. Alors, qu'ai-je pensé de cette suite après revisionnage? Alors, le fait est que, de toute façon, c'est cristallisé en moi, hein, c'est une cristal de Krypton dans mon cœur. Je l'aime toujours, ce film, et je ne pourrai jamais le détester. Même, bon, à une époque, je le préférais au premier, mais franchement, là, en ayant revu maintenant les deux à la suite, à quelques semaines d'intervalle, oui, le premier est bien plus abouti. Et c'est presque dommage, parce que je trouve que l'antagonisme Zod est plus fort, plus puissant. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire après avec Man of Steel, parce que voilà, techniquement ça a gardé un mauvais souvenir, hein, grosso modo tout le monde a rejeté, enfin beaucoup ont rejeté ce Superman 2. La version Richard Donner a peut-être remis ceci au goût du jour et que derrière ils ont voulu vraiment en faire une version parfaitement maîtrisée de A à Z, ok. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Je comprends les problèmes. Alors le premier étant l'humour de Richard Lester, parce que c'est quelqu'un qui a insufflé cette idée. Mais enfant, même adolescent, ça fonctionnait sur moi. Cette idée de dégoupiller quelque chose qui me marquait quand même. Zod, il y a quelque chose, il y a ce charisme-là. Et même Non, là, ce gros balourd, ourson qui est très maladroit, ben, il y avait quand même... Et Ursa, ce trio faisait effet sur moi. Et les voir un peu faire leur tribulation là, au milieu du Texas profond, j'aimais bien rire de ça, mais en même temps, ça faisait flipper. Il y a un humour flippant qui se dégage là, et je le ressens toujours un peu adulte, même si je trouve que ça manque d'incarnation, forcément. Il y a des scènes en trop qui auraient mérité du coup à être élaguées pour développer plus certaines choses plus tard. L'histoire du serpent, tout ça, bon, allez. Il marche sur l'eau, l'autre, waouh, bah oui, Zod is God, hein, donc avant d'être God face au président américain, il est Jésus même, hein, donc plus que la Trinité, on est bon, hein, avec le Saint-Esprit, ou le souffle divin peut-être à certains moments aussi. Et l'idée c'est que les problèmes sur l'humour, d'accord, mais j'ai envie de dire, ça passe. Lex Luthor, au final, c'était déjà assez drôle dans le premier film, hein, avec son sbire là. Là, il y a ces histoires d'hologrammes avec des bruitages bizarres aussi. J'avoue que là, j'ai rigolé. Je ne savais pas si j'avais ri à l'époque, mais c'est quand même bien ridicule. Finalement, Luthor, à quoi sert-il à part essayer d'être le manager de Zod? Il y a des trucs qui collent pas. Zod, s'il avait été vraiment le méchant ultime qu'il aurait dû être, il serait débarrassé de Luthor, mais très 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 vite. Il aurait même buté le président direct. Il n'y aurait pas eu de chichi là-dedans. Mais bon, attention, hein, c'est un film américain. Même si j'aime bien, tiens, petite parenthèse là-dedans, à quel point justement cet humour dégoupillant tourne un peu en ridicule aussi l'Amérique profonde, par exemple, avec ce redneck qui est un peu sexiste macho et qui se fait calmer là au bras de fer par Ursa. Ces idées aussi, voilà, la confrontation de deux mondes, mais voilà, avec les Américains qui arrivent avec l'armée mais qui sont complètement dégommés. Moi j'aimais beaucoup cette idée. Dire, tiens, limite j'étais en empathie, enfin pas en empathie, faut pas exagérer, mais j'étais du côté de Zod et tout sur ces scènes-là, oui j'avoue. Pourquoi pas, petit côté rebelle, etc., je ne sais pas. Hein. Mais ça fonctionne encore bien. Le problème se retrouve autour de Superman, au final. Le fait que Marlon Brando ne soit plus là, donc le père disparaît, ce qui cause une rupture terrible par rapport au fait que le fils devenant le père, etc., c'est des discours du premier film. Là, ça manque quelque chose dans, on va dire, le lore pur de Kal-El et de son père Jor-El. Alors, c'est remplacé par la mère.
en soi, pourquoi pas, les deux parents ont pu transmettre des messages sur les cristaux, mais sur certains moments de tension qui n'imaginent pas qu'on ne puisse pas avoir la voix du père, etc. Allez, la façon dont il décide de perdre ses pouvoirs, ça pose pas de problème en soi non plus, pourquoi pas. C'est plutôt sur l'après que ça pose souci, je ferai une zone spoiler très rapide. Mais sinon, oui, pour le reste, c'est vrai que c'est moins bien rythmé, même si j'aime bien ce montage un peu alterné et parallèle dans la première partie du film. Moi, j'aime plutôt vite fait les passages à Paris, truc chez du Niagara, parce que ça, c'est cristallisé dans mes souvenirs, mais avec Richard Donner, on n'aurait pas du tout eu ça, et c'est vrai que niveau mise en scène, ça aurait été beaucoup plus flamboyant, probablement. Là, c'est assez factuel, et ça joue plus sur des situations anecdotiques qu'autre chose, au final. Mais sinon, bon, après, le film a perdu aussi, alors, ils n'ont pas eu de bol, entre la reprise de la première production et la reprise derrière avec Richard Lester. Bon, déjà, John Williams n'a pas rempli parce qu'il était occupé ailleurs, mais il y a eu 2 décès, le chef-op et le chef décorateur. Est-ce que ça a joué sur l'ensemble? Sur la photographie, oui, je le sens. Sur les décors, ils ont repris grosso modo des scènes du premier film, la plupart pour ça. Donc, est-ce que ça évolue par exemple, la forteresse de la solitude? Pas vraiment. Mais je pense que ça réduit peut-être une certaine grandeur et une certaine ambition. C'est vrai que quand on y pense, la fin du premier avait une grande ambition avec ce tremblement de terre et tout. Là, on perd quand même quelque chose, si ce n'est, bon, vers la fin. Mais bon, spoiler quand même pour celles et ceux qui l'ont pas vu. L'idée donc que Superman perd ses pouvoirs, mais après il doit les retrouver, part en exil, c'est très rapide, c'est trop rapide, et c'est trop elliptique, et la façon dont il retrouve les pouvoirs, c'est trop simple. Il y a même quelque chose qui ne va pas. Avant, on lui dit, ça sera définitif si tu abandonnes tes pouvoirs, et là il suffit qu'il retrouve un cristaux vert là dans un coin pour qu'il les récupère. Et puis il n'y a pas de transition, il y a ce machin, et puis plus tard, hop, on revoit Superman. Il aurait dû avoir un build-up, il aurait dû avoir quelque chose. Non. Voilà. La façon dont il arrive à blouser Zod et ses 2 acolytes sur le fait que eux vont perdre leur pouvoir et qu'il va pouvoir les buter. Pas les buter, Superman qui bute des gens, oui, pourquoi pas. C'est trop simple, ça se voit. C'est pas, il y a quelque chose qui manque là. Ouais, c'est surprenant, ça fait un twist. Mais dans l'écriture, ça ne fonctionne pas des masses. Voilà, ça il faut le dire. Je passe sur la mort comic relief de Nod, finalement, vu la tonalité du film. Je sais que ça m'avait fait beaucoup marrer aussi. Donc il y a plein de petits trucs qui vont pas. L'une des scènes finales, donc avant la forteresse de la solitude à Metropolis, alors l'humour, bon, oui, d'accord, il y en a qui perd ses cheveux, le truc de cornet de glace, machin, le vent divin qui... Mais moi j'aimais beaucoup ça. C'est une scène que j'ai beaucoup aimée plus jeune. Tu revois ça adulte, finalement, tu as l'impression d'être devant une petite comédie, là, et oui, ça manque ce souffle épique qu'on aurait dû avoir, ce qui est quand même un comble, vu la scène du vent, là. Mais bon, mais j'aime toujours Zod. Terrence Stamp, il fait le boulot. Et c'est un méchant inadapté aussi, c'est les gens qui ont été mis en exil et qui, à part vouloir dominer le monde, c'est vrai que ça manque un petit peu d'écriture là-dessus, mais tu les sens que, même arrivé dans cette terre où finalement tout est trop simple pour eux parce qu'ils découvrent des pouvoirs grâce au soleil jaune. Alors c'est expliqué ça quand ils sont sur la lune, ou même un peu après je crois, mais bon. Ouais, tu les sens quand même un petit peu là, ils arrivent même pas à jouir de leur surpuissance, qui aurait dû être beaucoup plus méchant encore. Voilà, même s'il y a un peu de cruauté avec les civils dans ce bus vers la fin, oui mais c'est beaucoup moins fort que ce qu'on a pendant le tremblement de terre du premier film. C'est là où on se dit on n'avait pas besoin d'un antagoniste ultime et alien, donc il y a quelque chose de fort. Et donc il y a cette fin aussi, qui a été très critiqué sur le fait que finalement, Superman, il va rester Superman, c'est son destin, c'est comme ça. Et donc, il ne peut pas être avec Lois Lane. Et il l'a fait oublier tout. Avec le bisou magique. Moi, enfant, j'avais trouvé ça très, 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 très étrange, mais je me suis dit, pourquoi pas, après tout. Le fameux ta gueule, c'est magique, c'est Superman. Et là, avec le recul, c'est un peu simple et simpliste. Voilà. Et je crois que le scénario a été réécrit aussi. Bon, c'est un peu compliqué. Les écrits de base de Mario Puzo ont été bien simplifiés. Mais à la fin, Richard Lester, bon, ok, il fait ça. Mais Donner, lui, il aurait fait rejouer la scène de la fin du premier film avec retour en arrière, retour dans le temps. Et j'aurais pas aimé ça. Enfin, j'aime pas l'idée parce qu'en fait, tout ce qu'on voit dans le 2 n'existerait plus. Donc tout ce qu'on a vu là n'aurait servi à rien en soi, on aurait remis à zéro. C'est pas ce que j'apprécie le plus dans ce genre de film. J'aime bien que ce qui se passe garde des conséquences. Voilà, autre que pour une personne. Et puis en plus, ça aurait empêché le 3 d'exister. Vous allez dire, on s'en fiche du 3, il est pas bon, et le 4 non plus. Non, mais je parle pas de ce 3-là, je parle de Superman Returns, qui est en soi la suite directe du 2, mais on y reviendra quand j'en parlerai. Mais entre-temps, je parlerai du 3 et du 4. Voilà.
Je vais faire ma zone spoiler. Ouais, bah c'est quand même, moi j'aime bien. Je vais pas dire que c'est un plaisir coupable, mais pour beaucoup, aimer Superman 2 version Lester, ça l'est. Non, c'est un souvenir d'enfance, d'adolescence, que je revois donc adulte avec une petite forme de nostalgie. J'y vois les défauts et je comprends, même au niveau cinématographique, comme ça a été refait, on sent que ça ne va pas, parfois ça ne va pas. Dans le récit, ça ne va pas. Dans la mise en scène en soi, Lester fait le boulot, mais il fait justement le boulot parce que à la va-vite, il a dû refaire certaines scènes et que certains n'étaient plus là, tout simplement, donc c'est compliqué. Mais ça reste quand même quelque chose qui marque. Je pense que c'est contrebalancé par un bon montage, notamment dans la première partie, et par des acteurs qui sont toujours à fond. Voilà, le duo Christopher Reeve, Margot Kidder fonctionne d'autant plus toujours bien, même si une histoire d'amour entre les deux, est-ce que ça brise pas un peu une forme de mythe? Non, non. Après tout, je vous rappelle que Kal-El est devenu Clark Kent très jeune et qu'il est très humain aussi. C'est ça qui est important à noter, et que l'amour vient aussi. Puis ses parents, ben, ils étaient amoureux avant de le faire. Oui, oui, c'est comme ça. Bref, voilà, hein, mais ça reste quand même dans ces thématiques intéressantes, très 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 claires de super-héros qui doit choisir entre son bonheur personnel et le destin de l'humanité. À un moment, ça doute, mais les choix sont faits. C'est comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Superman 9 version, donc Richard Lester. Si vous voulez faire un mot sur la Donner's Cut, allez-y, je la verrai un jour. Je connais les différences de toute façon, mais je la visionnerai. Ce sera l'occasion. Mais bon, est-ce que comme moi, vous l'aimez autant presque que le premier? Allez, j'espère que dans les commentaires, il y en a au moins un ou une qui vont me dire oui, oui, t'as raison de le défendre quand même, hein, c'est un beau souvenir, oui. Ça reste un peu faiblard, j'avoue. Mais bon, comparé au 3 et au 4, franchement, ne boudons pas notre plaisir. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao!